Et voilà, on est live. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Augustin. Je suis très content de te recevoir. Jean-Yves, tu as investi chez OVNI Capital il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Et Jean-Yves, c'est un entrepreneur unique, particulier, parce que c'est un entrepreneur, on va en savoir un petit peu plus, qui a vendu sa société. Une partie des actifs n'ont pas pu être vendus, et donc tu as continué ton aventure entrepreneuriale. Mais avant ça, donc Jean-Yves, il est aujourd'hui chairman du board de Emeria et également président de l'association que tu as fondée qui s'appelle Solidarité Migrants Entrepreneurs, qui aide des migrants à devenir entrepreneurs. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Mon monde, c'est le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Et tu es aussi accessoirement investisseur dans des fonds et en direct dans des startups, et tu es même serial entrepreneur, parce que tu vas nous parler de Blue Water Intelligence. Blue Water Intelligence. Bon, génial. Donc, on a un programme de 30 à 45 minutes. On va en savoir un petit peu plus sur les enjeux géopolitiques du moment, en quoi les enjeux poussent les secteurs de la défense et la maîtrise du spatial, enfin l'innovation et l'investissement dans ces secteurs. On va parler des différences entre les États-Unis et l'Europe. Et à la fin, est-ce que investir dans la défense, c'est VC compatible? Voilà. On va commencer avec le premier sujet. Donc, en 2018-2019, à la vente de la société précédente qui s'appelait Nexeya, tu as trouvé un acheteur. L'État français t'a dit très bien pour vendre 80% de ses actifs, mais il y a 20%, ça fait partie des assets stratégiques français. Vous n'avez pas le droit de le vendre. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, eh bien, Nexeya, juste en 2 mots, c'est une société qui développe des produits dans le monde de la défense, de l'aéronautique, du spatial. À ce moment-là, on a une opportunité de cession. En fait, clairement, c'est un groupe allemand, filiale... Qui veut tout racheter. Ah, qui veut tout racheter au départ, oui. Et un groupe allemand qui fait quoi ? Alors, le groupe s'appelle Hensoldt. C'est en fait, c'est la partie défense d'Airbus qui s'est détachée, repris par un fonds connu qui s'appelle KKR, voilà, et qui a cherché donc son développement en France et nous a identifié comme une cible. Donc, et c'est pas le fait que ce soit le fonds KKR, fonds américain, qui détient un actif allemand qui a gêné plus qu'un groupe allemand qui rachète un français ? Oui, c'est effectivement ce qu'on pensait. Mais en fait, le principe, quand une société française est achetée par une société étrangère, là en l'occurrence peu importe allemande, le pays. Peu importe le pays. Bon, enfin, certains pays sont sûrement plus... blacklistés. Je pense qu'il y a d'autres. Mais enfin bon, l'Allemagne, nous, on pensait d'ailleurs que ça poserait pas de problème. Bien mal nous en a pris, puisque en fait... l'État français a conditionné la cession au fait que certaines parties de nos activités, donc en particulier la défense et le spatial, restent propriété française. Donc, parce que le reste, c'est pourquoi ce n'était pas stratégique ? Si on rentre un petit peu dans les produits que vous vendiez. Parce que alors les produits et les services, donc c'était des... Alors, on était quand même dans le domaine de la défense, mais il y a certaines parties de défense qui sont pas aussi confidentielles que d'autres. Nous, évidemment, on a des programmes qui peuvent toucher la dissuasion nucléaire, d'autres qui peuvent toucher des informations très confidentielles qu'on va récupérer dans l'espace ou ailleurs. Bien sûr, c'est hyper confidentiel. Et donc, c'est quoi donc, toi, tu étais un équipementier. Tu vendais du service, tu vendais des produits équipementiers. C'est quoi les équipements qui ont pu être vendus pour donner un peu une idée aux écouteurs de ce que vous pouviez vendre et produire ? Et ce qu'on pouvait pas vendre. Est-ce que vous pouvez pas vendre ? On va y arriver. C'est plus facile pour moi de dire ce qu'on pouvait pas vendre. Donc, ce qu'on pouvait pas vendre, nous, dans nos équipements, il y avait 2 choses. Il y avait des équipements pour le secteur défense pur. Et donc, ça, c'est des équipements dits stratégiques France. Alors, bon, je peux pas, évidemment, en dire beaucoup, simplement que ça touche, par exemple, des secteurs comme la dissuasion nucléaire.
Donc, c'est vrai que là, toute fourniture dans ce domaine-là est liée à des conditions d'hyper-confidentialité. Donc, ça, on savait que ça pourrait pas être vendu. Ce qui nous a plus surpris, c'est le secteur du spatial, puisque nous, on œuvre dans le secteur du spatial, dans un domaine un peu particulier. On est le constructeur français de nanosatellites. D'accord. Donc, est-ce que les nanosatellites, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les mêmes satellites d'Elon Musk? C'est un peu les mêmes. Nous, on en fabrique un peu moins qu'Elon Musk. On fabrique pas pour lui. Non, pas pour lui. Nous, justement, l'État français nous a demandé de garder cette technologie pour la France. Et donc ça, en fait, donc l'État, donc toi, tu as ton processus. Il y a une banque, enfin, il y a une banque, il y a un acheteur. Vous négociez ça. Et en fait, c'est à la fin que ça passe par le comité, un comité de surveillance. Alors en fait, le principe. Comment ça fonctionne? Le fonctionnement, c'est que une société étrangère qui achète une société française, il faut qu'il y ait le quitus du ministère de l'économie et des finances. Mais tu le demandes pas au début, tu le demandes à la toute fin. Ça se fait naturellement dans le process, quoi. Hein, et donc on sait que quand il y a une société étrangère, il faut en informer l'État français. Et donc c'est pas un appel où tu dis ah zut, l'opération tombe à l'eau, l'État veut pas qu'on vende. C'est progressif. Bon. Ouais, et nous, il y avait une particularité, c'est que en plus, on avait le secteur défense qui est hypersensible évidemment. Donc ça supposait donc la DGA, puisque nous c'est notre organisme de tutelle. Voilà. Donc, qui doivent te dire oui. En clair, à l'époque, c'était Bruno Le Maire, donc c'est Bruno Le Maire qui devait signer, voilà. et il signait que si la DGA disait on peut y aller. Et donc il t'a dit tout ce qui est partie dissuasion nucléaire et nanosatellites, c'est niet. Voilà, c'est net. Et donc ça tu l'as pris comment, toi? Parce que bon, c'est pas Dailymotion où l'État a dit non et quelques années plus tard, la botte va au tapis. Ouais. C'est Ah non, au contraire. Non, ils nous ont dit vous gardez ces activités qui sont stratégiques France, on va dire, et vous les gardez vous en tant qu'entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas céder ces activités. On nous demandait de les garder et de les développer en France. Et toi, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 60 ans, quoi. Et tu te voyais repartir? Ah tu étais quasiment content en disant, bon, je fais une exit, je fais mon cash-out sur 80% de la boîte. Alors, ce qu'il faut dire, déjà, par rapport à cette opportunité, c'est qu'on ne l'a pas cherché à ce moment-là. C'est-à-dire que ça nous est venu, et donc... La première réaction, c'était de dire non, on n'est pas vendeur, c'est pas le moment, on n'avait pas prévu de vendre maintenant, etc. Donc le fait que ça continue nous a pas fondamentalement gênés. Et puis en fait, nous on est deux associés historiques de la boîte, donc ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on. Vous avez commencé quoi en 2001? Ouais, c'est ça. Avec une boîte de conseil à la base. Voilà, une boîte de conseil, d'ingénierie, une boîte d'ingénieurs qui développe des services, des produits, qui fait des projets pour les secteurs qu'on a cités, défense, aéronautique, spatiale, etc. Et donc 18 ans plus tard, vous vendez parce que le prix est bon, j'imagine. Mais l'État vous dit, il y a 20%, vous les gardez, ce sont les nanosatellites. Toi, tu te dis, génial. Oui, ça me permet de continuer mon aventure. Voilà, c'est pas l'histoire qu'on avait prévue, mais finalement c'est une autre histoire. Et bon. J'ai l'impression que c'est rarement les entrepreneurs ont jamais vraiment l'histoire qu'ils veulent. Non, mais ça c'est les entreprises. Moi, c'est ce que je dis souvent. En fait, il faut être prêt à surfer sur beaucoup de choses. Effectivement, il y a des opportunités qui se présentent. Alors on les prend pas. On les regarde toujours et il faut toujours penser à l'objectif final. Est-ce que c'est bon pour la société? Est-ce que c'est bon pour, évidemment, toutes les... En l'occurrence, là, c'est défense, souveraineté... Oui, et puis aussi pour tous les gens avec qui on bosse dans la société. Est-ce qu'il y a des chiffres qu'on peut partager pour avoir un peu... Parce que les gens, je pense, ne se rendent peut-être pas compte du succès qu'a été Emeria, de l'acteur que ça a été en France. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux partager ou peut-être le nom Emeria, c'est quand même c'est une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Quand on l'a récupéré, c'était quelques dizaines de millions d'euros, donc c'était une petite structure puisque en fait 80% ont quand même été cédés aux repreneurs allemands. Et donc ah oui, attends, parce que là, juste pour que les gens comprennent, Nexeia, c'est la société que tu as vendue. Voilà. Emeria, c'est la société en fait, a gardée. Que tu as gardée et qui a géré les nanosatellites. Et qui gère les nanosatellites. Ouais. On va en parler parce que vous êtes arrivé sur un autre sujet. Mais donc voilà, Emeria, excuse-moi, tu dis quelques dizaines de millions. Oui, c'était
ordre de grandeur, c'était 20 millions pour dire quelque chose. Ok. Et Donc ça, tu récupères ça, et ça, c'est 2019. ouais, c'est ça. Et après, comment on le récupère et qu'on est des entrepreneurs, on développe. Voilà, tu le Donc développes. la société, aujourd'hui, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 3 ou 4, on va dire, grâce au développement de nos activités, de croissance organique, mais aussi par des opérations de croissance externe. Donc on en profite pour se développer. On rajoute des activités dans le domaine des ballons. Ah, tu vas nous en... Et attends, avant qu'on arrive sur les enjeux géopolitiques, un nanosatellite, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, on entend des lancers de nanosatellites. Oui. C'est quoi un nanosatellite ? On en a parlé un petit peu. Alors, le principe du nanosatellite, c'est de partir de la réflexion suivante, c'est de dire un gros satellite, bon, ça coûte cher, c'est compliqué à produire, à tester, etc. Et ça nécessite des technologies... C'est 60 millions d'euros à produire un satellite un peu... C'est hors de grandeur. C'est le satellite, et quand il y a un lancer, il y a 5 satellites qui sont mis en orbite. Oui, après, ça dépend du lanceur. Quoi. Mais je veux dire, la différence principale, c'est que la technologie des nanosatellites, c'est de multiplier le nombre de nanosatellites, donc, et pour en avoir une technologie plus simple. Donc, et l'autre avantage, c'est que quand on a une constellation de nanosatellites, s'il y en a un qui marche pas, le système se reconfigure, et donc, puisqu'on on peut pas les dépanner un satellite dans l'espace, tandis que avec une constellation, au lieu d'avoir un satellite, on va en mettre 5, 10, voire plus, et à ce moment-là, on a une souplesse qu'on n'a pas, et puisque le satellite est plus simple, la technologie est plus simple, donc il coûte moins cher. Et en pratique, ça sert à quoi ? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre quotidien dépend des nanosatellites ? Est-ce que sur Apple là, ils ont lancé un un réseau par satellite, oui, où si tu n'as plus Starlink. non mais celui d'Apple, où si tu ne captes plus maintenant, apparemment il y a des... Nous on est dans des applications plus confidentielles. D'accord. Voilà, donc ils sont donc c'est défense, c'est armée, peut-être offense, attaque. Voilà, civil. Il peut y avoir des applications militaires. C'est pour ça que notre technologie reste française. Mais voilà, les applications sont très diverses. Mais maîtriser cette technologie-là, c'est la maîtrise. Et pourquoi c'est important pour la France et d'autres pays, c'est la maîtrise du ciel. On sait que maintenant, il suffit pas d'avoir la maîtrise de la Terre, il faut avoir la maîtrise de l'espace. C'est quoi la maîtrise de l'espace ? C'est de savoir qui est en train de nous regarder, ce qui est au-dessus de notre tête. Et ça, on peut ça. Tu sais, quand tu vois des photos, là, je vois souvent des photos d'analystes sur Internet qui vont prendre des photos satellites des hangars russes où sont les tanks. Oui. Et en fonction de ça, ils arrivent à voir que la Russie n'a quasiment plus aucun tank. Et ça, je me dis, mais c'est dingue que la Russie laisse ses tanks, ses satellites espionner pour en deviner un peu si... Oui, mais... Est-ce que c'est possible d'éviter qu'un satellite américain, russe, chinois voit ce qui se passe en France ? Impossible, non. On peut savoir qu'il le fait. Maintenant, l'empêcher, c'est le détruire. Il y a déjà des... Mais est-ce que c'est possible de détruire un nanosatellite ? Oui. Tu fais comment ? Avec il y a différentes solutions, mais ça peut être... je crois qu'il y a déjà eu des applications de ça. C'est un tir laser. Le tir laser, d'accord. Ou alors on lui brouille, une autre façon de l'empêcher. Tu peux brouiller un nanosatellite. Quand on voit les communications. Quand on voit les Starlink là, passer quelquefois le soir, oui. En fait, théoriquement, si la France disait « je veux plus que Starlink opère », un peu comme le Brésil avait interdit Starlink à une époque, même s'il passe au-dessus, on peut avoir des moyens de brouiller les satellites ? À mon avis, c'est compliqué pour Starlink. Bon. On commence à rentrer dans une discussion qui, je pense, nous est tous chère, c'est les enjeux géopolitiques. C'est depuis l'invasion... ça s'est accéléré, ça fait 10 ans, mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu un réveil des pays occidentaux sur l'investissement dans la défense, que les Américains ont l'air d'avoir pris plus au sérieux que nous pour le moment. La Chine qui voit l'opportunité de la fin d'une hégémonie américaine. Enfin, je veux pas faire de politique, mais j'ai l'impression... Et je crois qu'il y a eu plus de 2 000 milliards de dollars investis dans la défense l'année dernière. Je crois que c'est le montant le plus fort depuis ever.
la France, dans son plan 2024, tu parlais de France 2030 tout à l'heure, dans son plan 2024-2030, double la taille des investissements dédiés à la défense par rapport à son dernier plan. La loi de programmation militaire, oui. Loi de programmation militaire. Qu'est-ce qui fait, en quoi ton secteur en bénéficie? En quoi, qu'est-ce que tu vois de différent? En tout cas, ça fait 25 ans que tu fais ce métier. Qu'est-ce qui est différent là depuis 5 ans par rapport au 2000, 2010, 2010, 2015? Déjà, il y a deux choses. Il y a l'aspect stratégique du secteur défense, de plus en plus et de plus en plus important pour un État d'avoir une défense de haut niveau, donc ça veut dire qu'il faut... défense de haut niveau, c'est quoi? C'est savoir maîtriser les drones, des matériels, avoir des... on parlait tout à l'heure de l'espace, de maîtriser le ciel, la terre, le ciel et l'espace. Et donc, la France... qui a toujours investi, puisque la France a quand même, par exemple, un des rares pays à avoir ses avions, ses pistolets, enfin ses armes, ses munitions. Non, c'est. Oui. Ils investissent. C'est qui a développé. Je pense au FAMAS, mais ensuite, moi, je. Oui. Non, mais on a quand même les tanks, mais on a surtout la dissuasion nucléaire. Et la dissuasion nucléaire, d'accord. La dissuasion nucléaire, on fait partie des quelques pays au monde qui sont capables d'avoir cette dissuasion nucléaire. Mais est-ce que pour toi, tu vois là, depuis 5 ans, au-delà des avancées technologiques, l'État prendre l'enjeu beaucoup plus au sérieux et donc un renouveau d'investissement sur certains domaines moi, je le vois même, je le mettrais au niveau européen. Enfin, on le sait tous. Il faut que face à l'hégémonie des grands pays, les États-Unis, l'URSS, la Chine, il faut qu'on se dote de notre propre puissance dans le domaine de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, on dépend trop des Américains pour notre défense? Oui, sur beaucoup de sujets, oui. Sur quel sujet? Ne serait-ce que sur des aspects comme les composants électroniques qui nous permettent de développer nos systèmes modernes. Genre les puces électroniques. Les puces électroniques, on n'en a pas la maîtrise en Europe. C'est d'ailleurs, tu sais, pour ça, chez OVNI Capital, on a investi dans Encoding, puces électroniques, enfin des interposeurs photoniques. C'était clairement... Ok, enjeu géopolitique fort, qui peut y répondre? Des sociétés comme Encoding, il y en a plein d'autres. Non, ça veut dire que, par exemple, les États-Unis, s'ils veulent nous bloquer, il suffit qu'ils nous livrent plus les puces électroniques, ce qui a été le cas à un moment pour la Russie. Donc, ce qu'ils feront pas, mais en fait, il faut quand même faut jouer sur ça. Parce que sans eux, est-ce que sans eux, l'Ukraine aurait déjà perdu? Je pense. De toute façon, on voit que la puissance militaire, elle est du côté américain. L'Europe a même pas les capacités de production suffisantes pour alimenter une guerre comme celle-là. Même en munitions pures, si on veut se mettre au niveau entre guillemets le plus bas. Et donc là, j'imagine que je veux surtout pas de divulguer d'infos. Et je pense que tu es conditionné pour ne pas le faire. Tu as des clients en France, des clients... est-ce que tu as des appels d'autres pays pour tes solutions? Est-ce qu'en fait, tu vois... En fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt? Tu vois ce regain d'intérêt pour les nanosatellites, pour les ballons? Oui. Alors, nous, on est plutôt sur des marchés nationaux. France. D'accord, ok. Donc ça, on le voit bien. Donc, nos technologies, et nous, on existe aussi pour ça, pour qu'elles continuent à exister en France, à se développer en France. Donc, par définition, nous, je ne vais pas dire qu'on s'interdit, mais on est quand même captif du marché France. Qui reste un gros marché de toute façon, surtout dans ce domaine. Oui. Tu me parlais tout à l'heure, on est un marché de niche aussi, il faut le dire. C'est un marché de niche. J'ai l'impression que c'est un marché qui explose. Les nanosatellites, les ballons, Tu peux nous en dire un peu plus sur les ballons? Je t'ai coupé tout à l'heure. Les ballons, alors voilà, nous, pourquoi on a fait cette opération ballon? Parce que il y a besoin d'avoir différentes solutions pour aller dans l'espace. Alors, évidemment, une des solutions, c'est d'envoyer un satellite, mais quand on n'a pas forcément besoin d'aller aussi haut qu'un satellite, ou quand on a besoin de faire des expérimentations à moindre coût,
le plus simple, c'est de lancer un ballon. Hein. On comprend bien que la technologie est plus simple, même si on la raffine un peu, puisque maintenant on a développé une génération de ballons qui peuvent qu'on peut positionner un peu où on va, parce qu'un ballon, en fait, il est dérivant. Donc, il est porté par les vents. Donc, on choisit simplement la hauteur et en fonction de ça. J'imagine que tu peux. Il y a des cartes qui anticipent où va le vent, donc tu sais où l'envoyer le matin pour qu'il arrive à un point. Oui, c'est ça. Mais bon, quand tu veux le faire durer dans le temps, alors nous, on a une nouvelle génération de ballons qu'on appelle des ballons manœuvrants. Et ceux-là, ils ont une capacité, je dirais, à bouger d'une façon assez simple. C'est-à-dire, on le fait monter, on le fait descendre. Et en fonction de ça, d'attraper des courants qui nous permettent de le maintenir. Après, il y a un petit logiciel avec de l'IA qui permet... Un petit robot, un petit ordinateur dans le Voilà, dans le et robot. puis un système qui permet de gonfler, dégonfler le ballon pour le faire monter ou le faire descendre. Pour s'imaginer, moi je crois que j'en ai déjà vu, mais tu vas nous confirmer ça, le ballon, c'est pas le ballon qu'on a à la fête d'anniversaire des kids, c'est pas la montgolfière, c'est un entre-deux, peut-être plus près du ballon d'anniversaire, c'est des en ballons, plastique blanc. Ouais. Enfin, c'est peut-être pas du plastique. Si, c'est du plastique. Et c'est un gros, ça fait au moins 2 à 3 mètres de hauteur. Non, ça peut faire 50 mètres. 50. Ah oui, d'accord. Donc ça peut faire le. Oui, parce qu'on emmène des charges qui sont plus ou moins importantes. Hein. D'accord. L'utilisation des ballons, souvent. 50 mètres le ballon. Ouais, ou 100 mètres. Hein. C'est-à-dire qu'on peut le voir on peut le voir du sol. Oui. Et si les gens veulent se rendre compte de ce que c'est, ils vont sur notre site Emeria et il y a des H-E-M-E-R-I-A. Voilà, et ils verront un petit peu ce que ça représente ces ballons. Ouais, c'est des très gros ballons. Ouais. Sur les enjeux géopolitiques, il y a un enjeu de l'énergie, on le sait. Il y a un enjeu de l'eau. Et je pense que toi, c'est un des projets qui t'est tenu à cœur ces dernières années. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est un sujet qui est d'importance évidemment mondiale. La maîtrise de l'eau, c'est quelque chose qui est super important pour l'avenir. Dans un moment où le climat se dérègle, donc l'eau devient une ressource de plus en plus rare et importante à maîtriser. Donc, sur la base de ce principe-là, et à partir des technologies qu'on maîtrise, on a lancé une start-up, nous, qui s'appelle Blue Water Intelligence. Donc ça, c'est toi quand tu dis nous, c'est toi et ton associé historique. Alors, on l'a lancé dans le cadre d'Emeria. C'est ça. Et maintenant, c'est devenu une société pratiquement indépendante d'Emeria, donc elle a ses propres actionnaires. Et voilà, le but, c'est de donner des informations précises sur la denrée, on va dire, sur la denrée eau, au niveau mondial. Et pour ça, notre projet, donc il existe des données terrestres déjà sur l'eau. Il y a des systèmes de mesure embarqués sur les rivières, sur les lacs, sur la mer, etc. Mais si on veut avoir une donnée complètement indépendante de tout instrument physique sur Terre, eh bien, il faut le faire dans l'espace. Et donc, ce qu'on veut faire, là, et on a un projet actuellement qui est en cours de finalisation, c'est de lancer une constellation de nanosatellites qui va embarquer ce qu'on appelle un altimètre, donc qui va permettre de mesurer depuis l'espace les hauteurs d'eau et le donner des de l'eau. Un peu, oui. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça intéresse les gens. Bon, des gens qui produisent de l'électricité avec de l'eau. Bon, ça, c'est le truc de base. Mais il y a beaucoup d'États qui sont dépendants d'autres États pour l'eau, ou qui connaissent pas du tout leur... L'Égypte. Oui, voilà. Et donc, ils sont dépendants d'autres. Donc, l'eau en Europe, c'est le cas. Il y a des États qui sont dépendants d'autres sur l'eau. Bon, en Europe, c'est moins un sujet parce que, bon, en principe, on arrive à s'entendre et que on n'a pas tellement de doutes sur le fait que nos voisins vont nous subtiliser. C'est quoi les pays en Europe qui dépendent d'un autre pays sur de l'eau ? Comme ça, à mon avis, il y en a pas mal, hein, parce que même. Ça ne rend pas compte. Hein. Oui. La France est dépendante. Je sais que la France a toujours eu une souveraineté agricole. Nous, en France, on n'a pas ce problème-là. Non, le problème qu'on a, c'est de. Alors. Donc tes clients sont pas forcément français. Ça accroche plus à l'étranger. En France, on a des clients qui sont des producteurs d'électricité, des producteurs hydroélectriques, qui sont qui font tourner des barrages.
Ouais, même c'est au fil de l'eau, hein, c'est-à-dire que on a des moulins. Oui, enfin c'est le principe, c'est ça, ouais, des génératrices de courant qui fonctionnent avec l'eau. Enfin, et donc ceux-là, ils ont besoin d'avoir un peu de visibilité sur les débits, sur les prévisions météorologiques, puisque effectivement on produit en fonction de l'eau qu'il y a dans les rivières. Mais sinon, le marché il est plutôt pour nous mondial, parce qu'il y a des États justement qui n'ont aucune connaissance ou très peu de connaissances sur l'état de leurs réserves en eau. Et puis, encore pire, ceux dont les réserves en eau dépendent d'autres États, avec lesquels ils ne sont pas forcément complètement bon terme. Donc, on a actuellement plusieurs contrats signés avec des pays. Donc des enjeux lointains même, je peux pas trop les citer. Voilà. Des enjeux géopolitiques un peu loin de ce que vivent les pays occidentaux, mais des enjeux géopolitiques forts. Oui. Puisque des désordres dans d'autres pays peuvent créer des désordres dans des pays. Non, mais je te parle de l'Égypte, parce que moi j'ai vu l'histoire de l'Éthiopie qui veut créer son barrage, qui est en train de le créer d'ailleurs, qui risque d'assécher le Nil où vivent 85% de la population égyptienne. Donc évidemment, ça crée des frictions monstrueuses. Et j'ai vu un projet un peu fou de l'Égypte qui serait d'inonder une partie du désert pour recréer, en fait, inonder du désert à l'ouest du Nil, pour recréer des surfaces habitables en Égypte, pour anticiper un conflit avec l'Éthiopie. Alors nous, on est là pour donner deux types d'informations, c'est-à-dire l'état de l'eau, c'est-à-dire on cartographie finalement l'eau et c'est. Tu peux voir si l'eau est salée, s'il y a des poissons. Alors nous, c'est pas trop notre sujet. On pourrait. Non, c'est les réserves. Voilà, nous c'est donner une information sur, en particulier l'eau, ses variations dans le temps, hein, et éventuellement d'éventuels problèmes où l'eau serait raréfiée par le fait qu'un autre pays prenne contrôle, prenne petit contrôle. À petit, Voilà. D'accord, ok. J'avais vu moi un dossier, on en avait peut-être parlé, un dossier, c'est Leak Method, qui utilisait des satellites, mais ça pourrait être un client. Ils utilisent des satellites pour voir s'il y a des fuites d'eau dans tout ce qui est canalisation en France, dans les villes, dans les. Mais en l'occurrence, ils achètent la photo. Ils doivent acheter la photo, tous les jours, tous les mois, tous les ans, pour essayer de comprendre s'il y a des évolutions. Vous allez pouvoir fournir cette data. Alors nous, ce qu'on fournit, c'est des datas. Hein, c'est-à-dire, on récupère donc des informations depuis l'espace. On les traite avec nos systèmes, avec de l'IA, etc. Et on fournit la donnée dont a besoin notre client. À lui de faire l'étude derrière, ou tu peux lui packager la vente de l'étude ? Oui, déjà, on connaît en principe à peu près ses besoins, donc on lui fournit des données. Mais après, on fait du sur-mesure. On peut avoir des demandes particulières. À partir du moment où on a la donnée brute de l'espace, ensuite on peut la traiter, on peut faire le post-traitement qu'on veut pour en tirer les conclusions. On a tous besoin de boire, donc l'eau est un enjeu géopolitique très fort. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. L'eau, c'est la vie. On revient sur l'enjeu géopolitique, défense, maîtrise du ciel, et de l'hégémonie américaine. Et peut-être que c'est par l'armée américaine, mais les Américains sont clairement plus préparés que nous. On parlait avant de cette start-up Anduril, qui est une start-up qui a 5 ou 6 ans, qui a déjà levé 1,5 milliard, qui fait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires sur en fait, c'est des anti-drones. Enfin, c'est des drones anti-drones, c'est des drones de reconnaissance, des drones de surveillance. Et ils ont déjà des contrats avec l'armée américaine, l'armée australienne, l'armée anglaise. En France, on n'a pas encore ce... c'est-à-dire... Ou en Europe. Oui, en Europe. C'est-à-dire que le système américain permet à des sociétés d'aller très vite en termes de développement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soutenus par l'État. L'État leur passe des commandes. Mais en France aussi, l'État passe des commandes. Oui, plus difficilement quand même. Plus difficilement. Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, l'État investit, en fait, il est conscient des risques ? Parce que je pense qu'ils ont ce sens du risque, de l'entrepreneuriat. On
on en parle souvent, hein, les barrières en France, l'administration, le millefeuille, etc. Donc beaucoup, pour un entrepreneur, des fois, d'ailleurs ça se vérifie, hein, c'est plus facile d'aller créer son entreprise aux États-Unis, de trouver les fonds nécessaires, que d'aller se battre en France ou en Europe. Et sur tes 5 dernières années, par rapport aux 20 premières années, tu vois pas un peu un relâchage de l'État sur ses conditions On a quand même, en France, on a un président qui est pro-business, qui est pro-entreprise, donc qui a essayé, mais effectivement, c'est compliqué de changer les choses rapidement, et je pense qu'effectivement, on a encore beaucoup de progrès à faire, et que on a plein d'idées, on a plein de capacités, nos ingénieurs sont excellents, etc. Et on les perd, on peut les perdre parce que on n'est pas assez réactif, quoi. On dit toujours qu'on a quelques années de retard sur les États-Unis. Mais là, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est irrattrapable. Je sais que t'es pas pessimiste, mais en fait, j'ai l'impression que structurellement, c'est irrattrapable. Là, j'ai vu que le FEI avait signé un accord avec l'OTAN pour créer un fonds. Ça, c'est bon. Pour toi, tu as déjà entendu pas mal de genres de promesses, donc. Oui, enfin, la réalité, c'est celle qu'on vit tous les jours en tant qu'entrepreneur. C'est les complications. C'est plus dur de vendre. C'est plus dur de vendre en France, en Europe. C'est souvent plus dur de vendre. On parlait tout à l'heure de notre start-up là, de Blue Water Intelligence. Nos premiers contrats, ils sont à l'export. Les plus gros contrats sont à l'export. Bon, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va se développer sur un marché mondial. Mais donc la boîte est basée à Paris. Oui, parce qu'en France, quand on n'existe pas depuis 5 ans, on a un peu de mal à nous faire confiance. Alors que dans les autres pays, du moment qu'on fournit, je dirais, le service attendu ou le produit attendu, eh bien voilà, on se pose pas de questions. Un Dassault, un Thales, c'est des boîtes françaises, invendables, mais qui vendent à l'étranger. Donc je me permets de revenir sur Emeria. Rien ne t'empêche de vendre aujourd'hui tes produits à l'étranger, où en fait on arrive dans une niche tellement confidentielle qu'en fait ça reste franco-français. Oui, alors il y a deux parties. Il y a des parties qu'on pourrait vendre, nos nanosatellites, on pourrait tout à fait. D'accord, les nanosatellites sont vendables. Si demain Elon Musk te dit j'en ai besoin de. Nos ballons stratosphériques, voilà. D'accord. On pourrait faire les mêmes que ceux les Chinois qui sont passés au-dessus du Canada à un moment, là, on va en parler, donc c'est les mêmes. Hein. Ça aurait pu être un ballon Emeria, heureusement, ça ne l'était pas. Et par ailleurs, on est sur des marchés qui sont quand même très très spécifiques, quoi. Et donc nous, ce qu'on fait en défense, ça pourrait être exportable, mais il y a quand même des spécificités françaises, quoi. Ouais. Donc, je te pose cette question parce que OVNI Capital, OVNI Venture, c'est un fonds de venture capital. Nous, on a un business model qui est clair. On investit en seed sur des boîtes qui valent entre 3 et 10 millions. Et en fait, le risque est tellement fort qu'il faut qu'on se dise qu'un jour, cette boîte peut valoir 1 milliard. Et comment elle fait pour valoir 1 milliard ? Il faut qu'elle parte vite à l'étranger. Et c'est ce que tu disais alors, on favorise évidemment les États-Unis, puisqu'il y a plus de capitaux, le marché est plus grand, et nous, notre spécialité, c'est d'allier l'ingénierie française, ce talent, cet exceptionnalisme français sur l'ingénierie, et là où les Américains sont bons, où les Anglo-Saxons sont bons, c'est le produit et la vente. Quand je t'entends, quand je comprends ce secteur de la défense, maîtrise du spatial, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais lever avec des Américains, et on ne pourra jamais vendre à des Américains. Et donc, est-ce que investir dans la défense et dans le spatial, les entrepreneurs qui nous écoutent, qui montent leur boîte dans la défense et dans le spatial, oui, alors après, ça dépend des produits aussi. Hein. Enfin, nous, on est dans une niche qui est très, très franco-française. Après, il y a des produits qui sont plus faciles à exporter et qui nécessitent, qui ont moins de contraintes de confidentialité, quoi. Nous, c'est vrai que
c'est une technologie particulière. Bon, si on fait des drones, par exemple... Rien n'empêche de les vendre. Oui, rien de problème. Bon, si on fait... après, nous, nos nanosatellites, la plateforme en elle-même, elle n'a rien de confidentiel. Par contre, ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire l'instrument qu'on va mettre... Ouais, mais c'est là où est le cœur. Voilà, c'est là où est le cœur. Et c'est là où est c'est l'application, c'est le système, quoi. Et donc, c'est quoi Mais pour faire un système, il faut maîtriser à la fois la plateforme et la charge utile. Non, mais l'autre jour, j'ai vu des entrepreneurs qui développaient une balle 40 mm. Je crois que c'est 20 ou 40. Enfin, c'est des grosses balles quand même. Hein, qui, ensuite, c'est une balle dans une fusée, en fait. Tu t'envoies... C'est des balles anti-drone. Donc, en fait, la balle... c'est une fusée. Elle se dirige vers le drone. Et dès qu'elle est devant le drone... La balle se lâche. Et ça, même eux, tu vois, et tu te dis, bon, bah ça, en fait, c'est pan-occidental. Même eux te disent, non, mais nous, on peut pas lever avec des Américains. J'ai dit, mais si même sur ça, vous pouvez pas lever avec des Américains, c'est compliqué parce que... voilà, donc est-ce que ce secteur est condamné si tu montes ta boîte en France dans le venture capital, hein. Je parle pas de monter un Exeia ou un Emeria. Hein, où là, capital plus patient... et c'est pas sur le modèle du fonds où il y a 5 ans pour investir, 5 ans pour désinvestir. Non, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les États-Unis ont une hégémonie importante dans le domaine militaire. Ils sont quand même très en avance. Ils consacrent des sommes qu'on pourrait uniquement consacrer si nous, on se mettait au niveau européen. Si l'Europe s'organisait pour faire l'Europe de la défense... à ce moment-là, on disposerait des capacités équivalentes aux États-Unis. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on espère tous que ça va venir. Mais je crois que le budget américain, c'est plus d'1 trillion. Oui. Et je crois que c'est le budget de l'État français, il est pas loin. Oui. Non, mais c'est pour ça que le budget américain, de la défense, le budget américain axé uniquement sur la défense est quasiment l'équivalent du budget. Oui. Français pour la gestion de... En Europe, on a considéré que de toute façon, c'était pas la peine d'investir dans la défense puisque l'Europe était une région, voilà. Ouais. Et là, on réalise réservée. Que c'est pas tout à fait. Donc, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai maintenant, que les guerres sont à nos portes, voilà, et qu'il faudrait avoir une défense commune. Ceci dit, ça suppose, je dirais, que tous les pays soient déjà en accord sur ce principe-là, et ce qui n'est pas complètement le cas. Parce que les technologies, malgré tout, on en a pas mal, hein, si on regarde les avions, les chars, même les technologies d'observation, hein, des choses un peu plus subtiles. On sait le faire, on saurait le faire en Europe. Mais c'est une volonté politique. Est-ce que les États sont capables de s'entendre ? Est-ce qu'on va acheter plutôt des produits européens que des produits américains ? Après, ça va peut-être venir des startups. Hein. Nous, on voit quand même de plus en plus de startups dans la défense, dans le spatial, et en fait, qui arrivent à vendre à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Ukraine, évidemment. J'ai l'impression que l'Ukraine... Il faut les avoir comme clients. Et en général, c'est sûrement le plus gros client aujourd'hui de toutes les solutions, en fait. En plus, c'est le centre d'essai de tous les systèmes d'armes. Hein. Voilà, donc pour vendre, il faut démontrer aussi que le système est efficace. Et entre guillemets, il n'y a rien qu'une guerre pour ça. C'est triste. Mais c'est malheureux. Aujourd'hui, comme le monde est instable, ça veut dire que le marché de la défense devient un business intéressant. D'ailleurs, il y a pas mal de fonds qui s'interdisaient dans le secteur de la défense. Qui se louent, ouais. Pour des raisons... philosophiques. Oui, philosophiques, on va dire. Idéologiques, ouais, ok. Et qui maintenant, effectivement, observent que c'est un marché, entre guillemets, juteux. Ouais, en faisant ma petite recherche, j'ai vu que la BPI, évidemment, s'y met. Je crois que j'ai vu que Tikeo voulait regarder. Dans les startups de défense, ouais, c'est ça. Enfin, ces boîtes-là, ces fonds-là comprennent qu'il y a un vrai enjeu. Ouais, puis quand on investit dans la défense, il y a des retombées industrielles énormes. C'est-à-dire que la défense, c'est un marché qui tire beaucoup d'industries.
connexes. Et effectivement, investir dans la défense, c'est investir dans l'industrie d'une façon générale. Et bon. Ouais, c'est quand tu dis ça, quand la France dit qu'ils envoient de l'argent à l'Ukraine, en fait, il n'y a pas d'argent qui va en Ukraine. C'est qu'ils achètent pour le compte de l'Ukraine en France. Oui. Et donc, ça fait de l'argent pour l'innovation, de l'argent c'est pareil pour les États-Unis. Hein. Oui, c'est pareil pour les États-Unis. Ouais, et donc, en fait, cet argent-là, quand on dit on envoie 5 milliards, il n'y a pas 5 milliards qu'envoyés, il y a 5 milliards qui est investi en France, dans des sociétés françaises, avec des employés français qui vont produire et qui vont innover des armes qui, derrière, seront testées là-bas. Oui. Mais il n'y a pas de transfert d'argent qui va, pour que le président s'achète une maison. Ça, c'est... non, donc, heureusement. Si on finit sur ces enjeux géopolitiques, on vit un mal pour un bien, un moment dur et encore on est relativement préservé pour un bien à long terme, c'est-à-dire toutes ces innovations en fait sont pour la protection du pays. Et toi, tu es plutôt optimiste sur ces 25 années. Là, c'est 5 années où l'innovation redouble. Oui, ce qu'on constate, et ça c'est pas spécifique au secteur de la défense, c'est que il y a des évolutions technologiques qui sont hyper rapides. Ne serait-ce qu'on prend une que tout le monde connaît, c'est l'IA. L'IA, ça révolutionne aussi le secteur de la défense parce que ça donne des capacités aux systèmes militaires qui sont incroyablement plus importantes. Donc voilà, c'est des technologies et dans les 10 ans à venir ou dans les 5 ans à venir, il y aura sûrement encore d'autres technologies qui vont permettre au système militaire d'être encore plus performant. Et puis, il y a des secteurs, on parlait tout à l'heure du spatial, qui sont des enjeux technologiques super importants qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc on voit bien que tout ça évolue très rapidement et que les entreprises qui produiront qui auront des solutions pour ces secteurs-là, forcément elles ont un avenir plutôt radieux. Peut-être aussi fort que la tech a pris une emprise sur le marché économique ces 20 dernières années. Ouais. Jean-Yves, ça fait 42 minutes qu'on se parle. Ouais, tant que ça. Tu vois, tu pensais que ça allait 30 minutes, mais je pense qu'en fait, on pourra encore continuer pendant 45 minutes. Mais pour vous, nos écouteurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris sur ces grands enjeux. Et si vous êtes entrepreneur, avoir mieux saisi où est-ce qu'on peut entreprendre tout en restant VC compatible. Jean-Yves, un grand merci et à très bientôt. Ouais, merci Augustin et merci à tous ceux qui nous écoutent.